Bonjour à toutes et à tous. Ce cours s'intéresse aux décompensations hyperglycémiques du diabète chez l'adulte. Le premier objectif de ce cours est de bien comprendre les principes physiopathologiques des décompensations hyperglycémiques de diabète. Du fait de la fréquence de cette pathologie, ce sont tous des objectifs de rang A. À partir de là, vous serez très facilement capable d'expliquer les signes cliniques et perturbations biologiques qui caractérisent les décompensations de diabète, de distinguer acidocétose diabétique et décompensation hyperglycémique hyperosmolaire, et d'élaborer une démarche diagnostique devant une décompensation hyperglycémique de diabète. Les aspects thérapeutiques feront l'objet d'une capsule séparée. Nous rappellerons dans un premier temps la physiopathologie des décompensations hyperglycémiques de diabète avant d'aborder les éléments diagnostiques de l'acidocétose diabétique et de l'état hyperosmolaire. Les décompensations aiguës du diabète sont dues à une carence en insuline. On distingue deux tableaux cliniques, l'acidocétose diabétique et l'état hyperglycémique hyperosmolaire, dont l'expression dépend essentiellement du degré de carence insulinique. L'acidocétose est la conséquence d'un déficit absolu en insuline, qui survient essentiellement chez les patients atteints d'un diabète de type 1. Dans 20% des cas, elle survient chez les patients atteints d'un diabète de type 2 ou d'un diabète secondaire, en général à la faveur d'un facteur déclenchant. L'état hyperglycémique hyperosmolaire survient plus volontiers chez les patients atteints d'un diabète de type 2 ou d'un diabète secondaire, en particulier chez les sujets âgés avec difficulté d'accès à l'eau. Le tableau clinique est généralement subaigu, s'installant sur plus d'une semaine. Prenons tout d'abord un peu de temps pour bien comprendre la physiopathologie des décompensations hyperglycémiques de diabète. Les décompensations aiguës du diabète sont dues à une carence en insuline dont le premier effet est d'empêcher l'entrée du glucose dans les cellules. La présence fréquente d'un stress physiologique et la carence intracellulaire de glucose induisent la sécrétion d'hormones de contre-régulation, glucagon, catécholamine, cortisol et hormones de croissance, ayant un effet hyperglycémiant. L'hyperglycémie est responsable d'une diurèse osmotique avec perte importante d'eau et d'électrolytes, en particulier sodium et potassium. La perte sodée induit une déshydratation extracellulaire, responsable d'une insuffisance rénale fonctionnelle qui aggrave l'hyperglycémie par réduction de l'excrétion rénale du glucose. L'hyperglycémie et la carence en insuline entraînent une hyperosmolarité plasmatique responsable d'une déshydratation intracellulaire. Elle est aggravée par la perte d'eau libre dans les urines et peut être partiellement compensée par la polydipsie. Ce tableau constitue le classique syndrome polyuro-polydipsique. Au cours de l'acidocétose diabétique, la carence en insuline est très profonde, voire absolue. Cette carence et l'augmentation des hormones de contre-régulation favorisent la lipolyse. Cette voie métabolique aboutit à la production de corps cétoniques en grande quantité, acide acétoacétique et acide bêta-hydroxybutyrique. Leur accumulation est responsable d'une acidose métabolique à trou anionique augmenté, elle-même aggravée par l'insuffisance rénale qui limite l'élimination des corps cétoniques. La kaliémie est fréquemment élevée au moment du diagnostic en raison de l'acidose et de la carence insulinique. Cette hypercalémie est toutefois trompeuse. La calicity, concentration de potassium intracellulaire, est toujours diminuée du fait des pertes rénales. L'initiation du traitement par insuline et la correction de l'acidose conduiront rapidement à un transfert intracellulaire de potassium et donc un risque d'hypokaliémie. L'état hyperglycémique hyperosmolaire est dû à une carence relative en insuline avec insulinorésistance. Le maintien d'une sécrétion d'insuline explique l'absence d'activation de la lipolyse et empêche donc la production de corps cétoniques. L'hyperosmolarité et la déshydratation intracellulaire sont en revanche au premier plan. Ils sont aggravés par l'absence de compensation des pertes hydriques, en particulier chez les personnes âgées ayant une diminution de la sensation de soif ou les personnes dépendantes ayant plus difficilement accès à l'eau. Les signes cliniques des décompensations hyperglycémiques du diabète découlent directement des anomalies biologiques. La glycosurie et la diurèse osmotique secondaires à l'hyperglycémie sont responsables du classique syndrome cardinal associant polyuropolydipsie, amaigrissement et hyperphagie. La déshydratation extracellulaire entraîne une soif, un amaigrissement et une hypovolémie qui se manifeste par une tachycardie puis une hypotension. L'hypocalicity
entraîne un iléus par paralysie des cellules musculaires lisses intestinales, responsable de douleurs abdominales parfois intenses. L'acidose métabolique est responsable d'une stimulation des centres respiratoires, se manifestant cliniquement par une polypnée ample appelée dyspnée de Kussmaul. L'acétonémie est responsable de l'odeur aromatique de la laine, rappelant la pomme rainette ou le dissolvant, ainsi que de nausées, vomissements et douleurs abdominales. La déshydratation intracellulaire au cours des états hyperosmolaires hyperglycémiques entraîne des signes neurologiques à type d'obnubilation, coma, convulsions ou des déficits moteurs en cas de complications locales ischémiques ou hémorragiques. À ce tableau clinique peuvent s'ajouter d'autres signes en rapport avec un facteur déclenchant, en particulier une infection ou un événement cardiovasculaire. Ces données physiopathologiques nous permettent maintenant d'aborder la démarche diagnostique à suivre devant la découverte d'une décompensation hyperglycémique du diabète. Elle est très simple. Elle repose tout d'abord sur un bon examen clinique. L'interrogatoire veillera à recueillir des informations sur le terrain, sur la connaissance d'un diabète et le cas échéant son traitement, et enfin sur l'existence d'un syndrome cardinal. L'examen clinique complet s'intéressera en particulier à l'état neurologique du patient, au rythme et à l'amplitude de la respiration, à l'état d'hydratation extracellulaire et n'oubliera pas de rechercher des arguments en faveur d'une infection. Les examens complémentaires se donnent 3 objectifs. Tout d'abord, quelques examens simples viendront rapidement confirmer le diagnostic et évaluer la gravité. Bien évidemment, une glycémie capillaire ou veineuse, un ionogramme sanguin pour calculer l'osmolarité plasmatique efficace, un dosage de la cétonémie ou une cétonurie sur bandelette, un gaz du sang veineux afin de rechercher une acidose métabolique. Il conviendra ensuite d'évaluer le retentissement de la décompensation. L'urée, la créatinine et la numération formule sanguine permettront de documenter une hémoconcentration et une insuffisance rénale. L'électrocardiogramme permettra de détecter une dyskaliémie avant réception des résultats des gaz du sang veineux et du ionogramme. Enfin, un bilan inflammatoire infectieux et des bêta-HCG chez les femmes en âge de procréer aideront à rechercher un facteur déclenchant. Ces quelques éléments cliniques et biologiques permettent, outre la confirmation du diagnostic de décompensation du diabète, de faire simplement la distinction entre acidocétose diabétique et état hyperglycémique hyperosmolaire. Au cours de l'acidocétose diabétique, les patients sont généralement fatigués. L'interrogatoire rapporte classiquement l'existence d'une asthénie, du syndrome polyuropolydipsique et de signes digestifs à type de nausées, vomissements, voire douleurs abdominales. À l'examen, on peut noter une dyspnée ample dite respiration de Kussmaul qui reflète la compensation respiratoire de l'acidose métabolique. L'haleine aromatique consécutive à la présence d'acétone dans l'air expiré et des signes de déshydratation extracellulaire, généralement une simple tachycardie, mais parfois une hypotension artérielle dans les cas les plus sévères. Enfin, une confusion peut être présente, mais les signes neurologiques ne sont généralement pas au premier plan. La biologie confirme le diagnostic par la présence concomitante d'une hyperglycémie, d'une acidose métabolique et d'une cétonémie avec cétonurie. La déshydratation extracellulaire est quant à elle toujours présente et responsable d'une hémoconcentration, voire d'une insuffisance rénale fonctionnelle. Dans l'état hyperglycémique hyperosmolaire, les patients présentent une déshydratation intra- et extracellulaire majeure. Souvenez-vous que seuls les signes de déshydratation extracellulaire, tachycardie, hypotension, oligurie et plis cutanés dans les cas extrêmes, sont cliniquement pertinents. Il n'existe pas de signe clinique très spécifique de la déshydratation intracellulaire, en dehors de signes neurologiques à type de confusion, voire coma, survenant notamment chez les patients les plus fragiles. Biologiquement, l'hyperglycémie est plus marquée, au moins 33, voire plus de 50 mmol par litre. L'acétose est généralement absente et l'acidose métabolique modérée. L'hyperosmolarité plasmatique efficace, estimée par la formule 2 fois l'anatrémie plus la glycémie, est marquée, par définition supérieure à 320 milliosmoles par kg d'eau plasmatique, puisqu'en condition de carence insulinique, le glucose devient une osmole active ne passant pas librement les membranes cellulaires. Cette hyperosmolarité plasmatique est responsable et pose le diagnostic de la déshydratation intracellulaire. La déshydratation extracellulaire s'accompagne quant à elle d'une hémoconcentration et d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle.
Si on résume les principales différences entre acidocétose diabétique et état hyperglycémique hyperosmolaire, outre le terrain et la présentation clinique, l'acidocétose survenant plus volontiers chez le sujet jeune diabétique de type 1 et l'état hyperglycémique hyperosmolaire chez le sujet âgé diabétique de type 2, les deux types de décompensation sont caractérisés par une hyperglycémie, mais celle-ci est généralement plus marquée au cours de l'état hyperglycémique hyperosmolaire. Elle est responsable d'une hyperosmolarité plasmatique efficace. Au cours de l'acidocétose, il existe par définition une acidose métabolique sévère à trou anionique augmenté, secondaire à la présence en grande quantité de corps cétoniques. Il y a donc une cétonémie et cétonurie élevée, ce qui n'est pas le cas dans l'état hyperglycémique hyperosmolaire. Au total, retenez que les décompensations hyperglycémiques de diabète sont dues à une carence en insuline absolue ou relative. Elles sont toujours accompagnées d'une déshydratation extracellulaire et d'un déficit en potassium. L'acidocétose diabétique, compliquant plus volontiers le diabète de type 1, est une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Gardez en mémoire que l'hyperkaliémie souvent présente au diagnostic est due à la carence en insuline et à l'acidose, masque en réalité un profond déficit en potassium. L'état hyperosmolaire, quant à lui, se caractérise par une hyperosmolarité plasmatique et donc une déshydratation intracellulaire sans acidose. Il s'accompagne d'une déshydratation globale intra- et extracellulaire.